Maintenant, on va prendre le cas de l'étudiant qui est déjà sur le territoire, il sollicite la station de virement. Comment ça se passe? Alors, pour cet étudiant, c'est encore plus simple. Donc, c'est le même procédé que celui qui fait la demande du visa. Donc, il doit télécharger l'application. Alors, dans l'application, il va remplir le formulaire, sauf qu'à la place de la lettre d'admission, c'est plutôt la lettre d'inscription et son passeport qu'il doit remplir. Parce que nous, quand on délivre l'attestation, on spécifie à chaque fois le nom de l'établissement pour lequel on délivre l'attestation et l'année académique concernée. Ouais. C'est pour ça qu'on demande ces deux documents. Et donc, une fois que cela est fait, même procédé, il doit signer le contrat en fonction de ce qu'il a rempli dans le formulaire. Il va recevoir les coordonnées bancaires qui sont des coordonnées bancaires européens créés à son nom. Et donc, en général, pour ceux qui sont déjà sur le territoire, ils ont déjà un compte bancaire, forcément. Et donc, du coup, si lui, il a l'argent dans son propre compte, il peut lui-même faire le virement. Et une fois qu'on a la preuve du virement, nous, on délivre l'attestation. Il faut savoir que les étudiants en Belgique ne peuvent pas s'auto-prendre en charge. C'est impossible. Donc, même si vous faites un job étudiant, vous avez 20 000 euros le mois, etc., peu importe ce que vous gagnez. C'est même un danger pour lui. Exactement. C'est même un danger pour lui. Tout à fait. Donc, waouh. Et alors, c'est pour un an ou c'est toute la durée? Non, c'est pour la durée du séjour. Donc, ça veut dire que l'attestation que nous, on va délivrer sera valide pour un an, pour 12 années. Donc, une année académique, donc 12 mois. Voilà. Donc, ça veut dire à tout moment, s'il veut renouveler, il veut continuer. Exactement. Ça veut dire que un étudiant qui fait sa demande de visa peut solliciter notre attestation. Oui. Une fois qu'il arrive en Belgique, l'année suivante, lorsqu'il veut renouveler le titre de séjour, comme vous le savez, les titres de séjour s'expirent toujours au 31 octobre. C'est-à-dire, vous avez 45 jours maximum avant l'expiration pour renouveler. Donc, attention mes amis, n'attendez pas le dernier jour, parce que parfois les communes prennent du temps dans le traitement. Et donc, du coup, ils sollicitent toujours notre AVI pour renouveler, donc en soumettant son argent. C'est un argent qu'on le vire chaque mois. Parce que l'argent, c'est pour l'étudiant, c'est pas pour Studeli. Et donc, s'il passe en deuxième année, la même procédure. S'il passe en troisième année, la même procédure. Et très nouveau, pour les étudiants qui obtiennent le diplôme, il faut savoir qu'ils peuvent obtenir ce qu'on appelle une année de recherche d'emploi. Les gens ne le savent pas. Et donc, du coup, pour pouvoir s'intégrer en Belgique, trouver un travail. Et l'avantage, c'est que ce titre de séjour-là porte la mention accès au marché de l'emploi illimité. Donc, un recruteur, si vous faites un entretien, le recruteur peut facilement vous employer parce qu'il voit ça. Pourtant, si vous avez accès au marché de l'emploi limité, comme ce que les étudiants ont, c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour avoir ce titre de séjour, ce type d'étudiant doit charger les mêmes documents sur l'application, sauf qu'au lieu de la lettre d'admission, au lieu de la lettre d'inscription, c'est plutôt le diplôme qu'ils doivent charger et le passeport. Voilà, parce que c'est sur la base du diplôme qu'ils vont donc renouveler le titre de séjour pour avoir ce titre. Bon, maintenant, tu as par exemple dit, permets-moi de te tutoyer. Bien sûr. Voilà. Tu as par exemple dit, c'est au nom de l'étudiant qu'on fait ce versement. Supposons que l'étudiant, il n'obtient pas le visa et il veut recouvrir ses fonds. Ça se passe comment? Belle question Aristide. Donc ici, on est dans une totale transparence, ce qui fait que si l'étudiant dépose ses fonds chez nous, dans le cadre d'une demande de visa, et qu'il n'obtient pas son visa, c'est très simple. On lui donne deux options. Il y en a certains peut-être qui n'ont pas le visa, pas du fait de l'attestation que nous on délivre, mais peut-être du fait d'une autre raison. Voilà, d'une autre raison pour laquelle il est sûr et certain que l'administration se trompe et veut faire un recours. Voilà, dans le cadre de son recours, il nous signale, nous on peut conserver ses fonds, et une fois qu'il obtient le recours favorable, une réponse favorable, on continue avec son attestation. Là, c'est la première option. Alors, il peut aussi dire, ok, ben voilà, je ne peux pas faire un recours, j'accepte la décision, et donc du coup, il veut le remboursement. Alors, dans le cas d'un remboursement, il y a juste un formulaire qu'on va l'envoyer, il va remplir, et on rembourse l'intégralité. Et pour avoir le formulaire, il faut qu'il parte toujours dans l'application. Sur l'application, il y a un lien, ou bien contacte nos services clients, on envoie simplement le lien vers le formulaire, parce qu'il doit quand même charger la preuve du refus de son visa. Voilà. Et les motifs du remboursement, c'est très simple. Et on va rembourser l'intégralité du montant bloqué. Voilà. Donc, s'il avait bloqué, par exemple, 10 020 € qui correspond à 835 x 12, on rembourse l'intégralité. Le seul montant qu'on ne rembourse pas, c'est les frais de service de Studeli. Ça, c'est les 350 € qu'il a payé au départ. Alors, si c'est la demande de visa, même, je crois que même les 50 €, là, on va lui rembourser. Pourquoi? Parce que l'assurance voyage que nous on délivre prend effet à partir de l'obtention du visa. Donc, ce qui fait que si c'est un refus de visa, normalement, il n'aurait pas encore consommé cette partie-là. Donc, ce qui fait que on va lui rembourser 50 €. Voilà, tout à fait.
S'il a pris le forfait 400 €. Tout à fait, bien sûr. Il faut bien, parce que vous saviez, et c'est ça qui fait aussi peut-être la partie, j'aime être précis, j'aime être clair. Si tu as pris le forfait de 350 €, tu n'as rien. Mais si tu as pris 400 €, parce que la différence avec le forfait, je vais récapituler, Bien sûr. et si je me trompe, il peut me corriger, puisque c'est lui le promoteur. Si vous aviez pris le forfait de 400 €, la différence avec 350 €, c'est que les 50 € en plus, ça vous couvre pour une assurance de voyage de 3 mois. Et c'est indispensable lorsque vous faites la demande de visa, parce qu'on va toujours vous demander une assurance. Maintenant, vous n'avez donc pas obtenu le visa, hormis d'abord des frais, des 10 000, 20 € pour la caution, pour l'attestation de compte bloqué que vous avez déposé. On va te rembourser 50 € si tu as pour le pack de 400 €. Tout à fait. Parce que l'assurance voyage compte au moment où vous avez obtenu le visa. Exactement. Voilà. Bon, peut-être même dans nos échanges, avant même de faire la vidéo, je n'ai pas posé. Supposons maintenant que l'étudiant est mineur. Alors, c'est une très très belle question. S'il est mineur, un tuteur légal, il faut... Ah oui, absolument. Quand il est mineur, il a moins de 18 ans. Oui, alors, on est quand même d'accord que pour les admissions dans les établissements d'enseignement supérieur, dans la grande majorité des cas, c'est toujours les adultes. Mais ça peut arriver qu'on a des gens qui obtiennent le baccalauréat à 16 ans, non pas 18 ans, ils sont pas mineurs. Et donc, du coup, ils doivent, dans le formulaire, dans l'application, ils doivent déclarer s'ils sont mineurs ou pas. Alors, s'ils déclarent qu'ils sont mineurs, effectivement, ça va se faire sur la base d'une tutelle dans un parent, etc., qui est la seule personne autorisée à signer le contrat. Parce qu'on ne peut pas signer un contrat tant qu'on est mineur. Et donc, du coup, c'est cette personne légale-là, qui peut être un parent, qui peut être un tuteur, qui va signer le contrat, qui va donc effectuer les transactions, et donc qui va donc faire tout en lieu et en place de l'étudiant. Mais c'est bien mentionné cette rubrique dans le formulaire lorsqu'il remplit. Ok. Voilà. Maintenant, concernant maintenant le remboursement d'argent, je connais plein des étudiants où parfois ils partaient pour... Je connais certains étudiants où ils partaient pour l'entretien, accident de moto, perdent leur ami, ils sont décédés. Et comme pour le remboursement, il faut à tout prix celui que l'argent a été déposé en son nom. S'il décède maintenant, comment on va récupérer cet argent-là? Excuse-moi, peut-être là, c'est un cas de force majeure. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que l'étudiant, en fait, fasse une procuration à une tierce personne. Non, je dis, il est déjà décédé. C'est cette personne qui doit faire la demande de remboursement. Oui. Donc, si vous dites que comment on a connaissance du décès, commencez. Il faudrait qu'une personne vienne signaler le décès de l'étudiant. Qui est cette personne? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa sœur? Donc, regardez tous ces liens-là. Et pour qu'il y ait remboursement, il faudrait qu'il y ait une demande. On est d'accord? Donc, la personne qui fera la demande en lieu et place de l'étudiant qui est décédé devra donc apporter des preuves de parentalité, de justificatif, pour qu'on puisse juger effectivement en bonne et simple. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, je pense même au niveau du contrat, je crois qu'il doit y avoir une rubrique qui est mentionnée quand même en cas de force majeure, quelle est la personne de contact, etc. Donc, au préalable, l'étudiant devra identifier qui est cette personne. Donc, non, c'est très important. Le contrat est très, très... Voilà. Donc, si une personne tierce qui n'a pas été identifiée en amont par l'étudiant vient réclamer ses fonds, il faudrait être Sainte Marie, pour le faire. Donc, voilà. Donc, tout est vraiment fait de manière très structurée. Donc, ça ne devrait pas être un souci en quelque sorte. Voilà. Bon, l'étudiant a obtenu le visa. D'accord. Il a fait l'attestation de virement irrévocable, il a obtenu le visa. Et alors, les premiers mois, ça doit être difficile. Il va entrer en possession de 835 €. Comment? Il n'a pas déjà de compte bancaire. Oui, alors, et ça, c'est l'avantage du Studeli. C'est pourquoi vous devez venir à Studeli. Parce que un de nos gros atouts, c'est qu'on permet à l'étudiant d'entrer directement en possession de sa mensualité les 2 premiers jours de son arrivée en Belgique. Je précise encore, les 2 premiers jours de son arrivée en Belgique. Il faut savoir qu'un étudiant, quand il arrive en Belgique, pour ouvrir un compte bancaire, ça prend au moins minimum 1 à 2 mois. 2 mois, 2 mois, je dirais même. Et pendant ces 2 mois, minimum. Voilà, j'ai dit minimum, ça veut dire que je ne parle même pas du maximum. Ça veut dire qu'entre-temps, s'il n'a pas... Parce qu'il faut aller il faut d'abord chercher une adresse, aller à la commune, l'agent de quartier valide. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'étudiant arrive, il aura son compte de paiement sur l'application déjà. À partir de son compte de paiement, il peut faire des virements
C'est-à-dire qu'il peut même payer les frais de scolarité, il peut me rembourser l'argent de quelqu'un, etc. Et très nouveau, à partir de mai 2025, l'étudiant aura ce qu'on appelle une carte bancaire comme celle-ci, Studeli. C'est un Visa, Mastercard, avec laquelle il peut aller dans des supermarchés, faire ses achats, etc. Ces cartes, par contre, elle n'est pas gratuite, hein, elle est payante. Donc, il y aura une campagne de communication qu'on va faire par rapport au prix de ces cartes-ci. Donc, pour le moment, je ne communique pas encore parce qu'on est encore en train de négocier pour trouver le prix le plus abordable pour un étudiant. Mais ce qui est sûr et certain, ça ne va pas dépasser 50 € pour l'avoir. Donc, comme ça, vous le savez. Et donc, du coup, à partir de cette carte-là, l'étudiant aura déjà l'argent à l'intérieur et pourra faire ses transactions. Et je vous dis, seulement 2 jours après son arrivée. Par contre, il y a une condition Aristide. On est quand même un service financier, on ne donne pas une carte comme ça aussi facilement. Il y a des documents qu'on doit demander à l'étudiant. Et quels sont les documents? Alors, premièrement, le justificatif de domicile. Ça, c'est très important. Et pour le justificatif de domicile, il faut un contrat de bail qui date de moins de 3 mois. Premier document. Bon, supposons qu'il est hébergé par c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, le contrat de bail de moins de 3 mois, ou bien ce qu'on appelle une attestation d'hébergement s'il est hébergé par une tierce personne, donc tante, amie, etc. Sauf qu'en plus de l'attestation d'hébergement, on va demander la pièce d'identité de la personne qui l'héberge. Donc, ce document-là, il le charge sur l'application, plus la preuve de son visa. Parce qu'il montre qu'il est vraiment arrivé en Belgique. Et donc, il fait la commande de sa carte. Toujours en ligne. Toujours en ligne, c'est vraiment digitalisé, les chers amis. Donc, franchement, si vous êtes smart, etc., vous êtes au bon endroit. Et donc, parce que la carte, il doit le recevoir dans une adresse. On ne peut pas faire une commande de carte si on n'a pas d'adresse. C'est obligatoire. Voilà. Et donc, du coup, pour les primo-arrivants, en général, c'est ces documents-là. Donc, soit un contrat de bail datant de moins de 3 mois, ou une attestation d'hébergement s'il est hébergé par une tierce personne. Par contre, si c'est un étudiant qui est déjà en Belgique, qui veut avoir cette carte-là, c'est une solution, il peut apporter ce qu'on appelle une composition du ménage, pour autant qu'il y a son nom sur la composition du ménage, ou bien un certificat de résidence principale aussi, qui peut télécharger sur l'application, en ligne, etc. Mais ça, c'est pour ceux qui sont déjà sur le territoire. C'est facile d'accès normalement. Voilà. La question... Supposons il a fait une année, la carte est valable comme les cartes ici, c'est 4 ans, 7 ans, 6 ans, ou peut-être c'est uniquement pour l'année académique. Ah non, la carte est valable pour une durée je crois de 5 à 4 ans. Hein, donc c'est l'attestation de virement irrévocable qui est valable 1 an. En général, la carte, il y aura une date d'expiration. Effectivement. En général, c'est 5 ans les cartes, c'est même pas 4 ans. Donc, si tu vas dans toutes les banques, on sera plus ou moins sur le même statut, la carte sera valable pendant 5 ans. Donc ce qui fait que et c'est pour ça que même un étudiant qui est en Belgique peut bénéficier de cette carte-là parce qu'il y a un avantage. Il n'aura plus à commander la carte chaque fois. Il fait son attestation de virement irrévocable. Il a l'argent à l'intérieur et à travers ça, il a sa carte. Il peut faire des achats en ligne, des opérations bancaires en ligne et c'est facile en fait. C'est comme une Mastercard. Exactement. Et maintenant, pour charger, c'est n'importe quel distributeur peut charger. Il le charge directement à partir de son compte de paiement. Parce que son compte de paiement, rappelez-vous, c'est un RIB. C'est-à-dire, s'il veut recevoir l'argent, il communique simplement son compte de paiement et l'argent, effectivement, il a automatiquement sur cette carte. Non, ça, c'est ce que vous versez. Je parle, par exemple, il veut charger, il a lui-même ses fonds. Peut-être, il ne sait pas. Peut-être moi, un oncle peut lui dépanner 500 €, il ne veut pas mettre, il veut mettre dans la carte. En ce moment, ça se passe. Ça sera beaucoup plus par virement pour faire le chargement parce qu'on n'a pas encore des distributeurs automatiques où il peut aller faire du dépôt, etc., en cash, etc. Mais c'est plus encore par virement. Pour faire ça, il faut faire encore des négociations avec des institutions bancaires qui vont devoir accepter les cartes Studeli pour faire les versements en cash. Donc, il peut peut recevoir des virements, mais pas faire un dépôt. Pas faire un dépôt en cash. Voilà. Attendez. Pour le moment, je précise. Pour le moment, oui. Voilà. Je vais spécifier parce que, bon, quand il parle, on se comprend, mais je pose des questions bêtes pour que vous. Alors, quand on dit dépôt et virement, c'est quoi? C'est-à-dire, supposons que je te dépanne 1000 francs, je te dépanne 2000 ou peut-être 10 €. Quand on veut faire un dépôt, ça veut dire tu vas prendre ta carte bancaire, tu pars dans un distributeur, tu fais un dépôt en espèces, tu mets pour que ça entre dans ton compte. Ça, c'est le dépôt. Par contre, le virement ou le transfert, ça veut dire, moi j'ai ma carte bancaire, tu me donnes ton numéro de compte, je vis. Et il dit, pour le moment, vous ne pouviez pas faire des dépôts en espèces dans le compte. Oui, pour le moment, c'est l'information que j'ai. Entre-temps, s'il y a un changement, il y aura une communication qui sera faite. Voilà. Et maintenant, autre chose, c'est que j'aimerais savoir. Donc, supposons aussi que
il n'a pas fait l'attestation de virement irrévocable. Vous ne pouviez pas... Il a peut-être 30 € peut-être pour commander une carte bancaire. Non, ça, pour le moment, on ne le fait pas. Vous ne le faites pas. Les cartes bancaires seront disponibles uniquement aux étudiants qui ont sollicité une attestation de virement irrévocable. Ça, c'est l'information. Justement, parce qu'il y a tout un service aussi pour ça. C'est pour ça qu'on privilégie les étudiants qui ont les AVI chez nous. Oui. On s'avait dit, vous aviez fait votre dépôt, vous aviez une carte bancaire, franchement, qui va vous aider. Hein. Parce que même, pour les demandes de job, par exemple, parfois on demande de renseigner. C'est ce que j'allais te dire. Absolument pas. C'est ce que j'allais te dire, Aristide. Un étudiant qui arrive, que d'aller jobber au noir, dès qu'il arrive en Belgique, s'il a une opportunité où on doit lui faire un paiement par rapport à une activité professionnelle qu'il aura faite, il n'a qu'à communiquer son compte de son IBAN. Et de ce IBAN-là, il peut recevoir n'importe quel virement. Et quand il reçoit le virement sur l'application, il voit le montant qu'il a reçu. Tout à fait. Et à partir de l'application, il aura l'argent sur sa carte. Il peut faire des virements aussi ailleurs s'il veut, ses transactions, etc. Voilà. Alors, l'argent qui est dans son compte de paiement l'appartient. Et nous, quand on fait le virement du compte bloqué vers son compte de paiement, nous on a pu accès à son compte de paiement, parce que pour accéder à son compte de paiement, il y a des données accès, c'est lui-même. On a juste accès à son compte bloqué. Voilà. Et c'est de son compte bloqué que nous on fait les virements mensuels vers son compte de paiement. Voilà. Bête question. Supposons on va le virer 835 €. Ça, c'est la somme pour vous être convenu. Et entre-temps, il a peut-être les problèmes qui chauffent sa tête, qui dépassent ça. Il peut dire, pardon, donnez-moi pour le mois prochain. Alors, actuellement, non, on est quand même un service à taille humaine. Hein, donc tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait ce que pardon, donnez-moi pour l'autre mois. Alors, on est d'accord avec Steve qu'on ne va pas non plus accepter n'importe quel type de demande pour pouvoir fausser les données. Donc, ce qui fait qu'en interne, on a un guide sur les comptes bloqués qu'on a réalisé et qu'on va partager aux étudiants. Et ce qu'on autorise pour le moment, c'est que l'étudiant, à partir de son premier virement, peut faire une demande exceptionnelle d'un virement supplémentaire. Ça, c'est ce que nous on autorise, mais uniquement à partir du premier virement. Et parce que dans l'attestation, on s'est engagé à lui virer chaque mois. Voilà, tel montant à l'étudiant aussi de organiser son quotidien en fonction de ce montant-là. Il n'est pas question qu'il aille faire la vie et dire « Ah non, donnez-moi 3 mois de virement, etc. » Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on vit en Europe, ben, tu peux aussi le partager à ceux qui te suivent. Il faut savoir être organisé dans ses dépenses. Donc c'est vraiment un cas de force majeure. C'est même pas... C'est un cas exceptionnel qui est autorisé pratiquement à tout le monde. Hein, donc c'est pour ça qu'on essaye de faciliter l'accès à l'argent à l'étudiant dès qu'il arrive pour qu'il ne soit pas dans cette situation. Parce que s'il arrive, dès les premiers jours, il reçoit déjà ses 835, ça va quand même le permettre de s'en sortir facilement. Mais si pour X ou Y raison, le premier mois, il n'arrive pas à voir sa mensualité, parce qu'il peut-être n'a pas su donner le justificatif de domicile, et qu'il le fait plutôt le mois suivant, en faisant cette demande-là, il peut demander le virement du mois précédent. Et là, du coup, on pourra le virer, les deux virements pour pouvoir... exactement. Et aussi, comme c'est une carte Visa, ça veut dire s'il y a un Mastercard, il peut mettre, si on vole, lui, il paie sa carte stop direct. Il signale le service client pour qu'on bloque, etc. Il fera une nouvelle commande de carte qui, naturellement, que je ne sais pas encore te dire, parce que le service, rappelle-toi, je te dis, c'est à partir de mai 2025, on pourra le développer, le mettre en place. Voilà. Je vais finir peut-être avec ceci, parce qu'on a causé, mais j'aimerais un peu que tu les aies dit. Il y a certaines écoles que lorsqu'on fait les demandes d'admission, partant pour la constitution des dossiers, ils obligent soit un garant ou en ce moment, vous pouviez faire comment concernant soit le plan de paiement ou l'attestation? Alors, à ma connaissance, ce type de situation arrive beaucoup plus dans les demandes, dans la procédure d'obtention d'une demande d'admission dans les universités. Et dans cette procédure-là, parfois, il y a une rubrique où on demande à l'étudiant de justifier ses ressources financières. Tout à fait. Alors, moi, j'attire encore l'attention ici qu'il n'est pas question de charger un document là. Il faut juste signaler comment est-ce que l'étudiant doit financer ses études s'il vient, par exemple, à l'Université de Liège, à l'Université de Namur, à l'Université libre de Bruxelles ou bien à l'UC Louvain. Et donc, il y a en général 2 rubriques qui est proposées.
c'est soit faire un compte bloqué auprès de l'établissement ou bien soit faire une prise en charge par un compte bloqué. Moi, le conseil que je peux vous dire, si vous sollicitez l'attestation de Studeli, c'est de sélectionner engagement de prise en charge et au niveau de la remarque, vous mettez simplement attestation de Studeli. Et au niveau du montant, vous mettez 10 000, 20 euros parce qu'il faudra mettre le montant et vous précisez que c'est le montant minimum demandé par l'Office des étrangers. Une fois que vous le faites, vous allez voir que votre demande en ligne sera naturellement validée pour pouvoir continuer parce qu'ils savent que quand ils vont vous délivrer l'admission, si votre dossier est en ordre, que vous allez justifier vos ressources financières grâce à la modalité de financement que vous aurez introduit dans la demande. Bon, je pense que les amis, s'il y a d'autres questions, je vais toujours me déplacer. Vous voyez, s'il y a d'autres questions posées, peut-être en commentaire, et je vais me faire le plaisir de vous répondre parce qu'en passant, je collabore avec l'entreprise, ils m'ont sollicité. J'ai dit non, si c'est dans le cadre d'aider, si ça rentre déjà dans mon idéologie, je vais que faire. D'accord. Donc, quels sont par exemple, si on va te demander une question bête comme ça, l'avantage entre soit un garant ou une attestation de compte bloqué? Parce que je me dis, avoir 10 000, 20 euros, il faut être clair, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette somme-là. Je suis tout à fait d'accord. Si on parle de la communauté camerounaise, naturellement, qui te suit, on sait que pour un étudiant au Cameroun, avoir ce montant, on va pas le lui demander. Millions. Donc, du coup, en général, c'est les familles. Il y a Tantine qui réunit cette somme-là pour mettre à disposition de l'étudiant. Je rappelle quand même, Aristide, que cette somme pour la Belgique, c'est rien par rapport à ceux qui vont en France, au Canada, États-Unis, où les sommes demandées sont encore beaucoup plus élevées. Alors, quand il dit élevé, c'est seulement pour les frais d'inscription. Il y a des écoles en France qui coûtent dans les 15 000, 9 000, 20 000 euros. Les écoles de commerce. Sans compter, voilà, exactement. Donc, ici en Belgique, vous allez trouver des frais d'inscription à 835 euros pour les Camerounais. Les universités. Les hautes écoles, maximum 2 000 euros. 2000. Et donc, du coup, le montant qu'on demande, en fait, le parent, je sais qu'il y a des parents au Cameroun qui dépensent un montant pour envoyer les enfants en France. Tout à fait. Donc, si on regarde en gros en Belgique, c'est même moins demandé en fait, en général. Ok. Donc ici, on sait très bien que les étudiants au Cameroun ne travaillent pas. On sait très bien que c'est les parents. C'est pour ça que de manière pédagogique, ce qu'on communique ici, les parents doivent aussi être courants de ça. Donc, et je rappelle que l'argent qu'on bloque pour la Belgique, ce n'est pas pour Studeli, c'est pour l'étudiant. Parce qu'un étudiant, ce qu'on ne vous dit pas, pour ceux qui achètent les prises en charge, ça justement, je m'adresse à vous, les étudiants, quand ils arrivent ici en Belgique, sont dans la merde. C'est le ni vu ni connu. En fait, pour vivre, c'est compliqué. Ils viennent demander des aides, mais ils ne vont pas vous le dire parce qu'ils sont vraiment en difficulté. Et quand ils sont en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Au niveau scolaire, il y a échec. Et quand il y a échec, ça compromet énormément le renouvellement de leur titre scolaire parce qu'ils ne sont pas stables. Ils doivent faire des jobs par-ci, par-là pour s'en sortir. Et parfois, s'ils travaillent trop, c'est aussi encore un autre problème pour renouveler les titres de séjour. Donc, il faut dire à un étudiant que s'il va avoir un bon parcours scolaire sans échec, sans embûche, effectivement, il faudrait qu'il fasse les choses dans les bonnes conditions. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, effectivement, oui, il y a la possibilité de réunir cet argent-là, déposer, qui va servir à l'étudiant. Un étudiant qui, ici en Belgique, s'il a fait ses 20 heures par semaine et qu'il a réuni un peu d'argent de gauche à droite, ou bien qu'il a fait quelques prêts, etc., il peut simplement déposer cet argent chez nous. Mais de toute façon, nous, on le vire par mois à tel montant, 835. Et quand on le vire, on ne sait pas ce qu'il fait de cet argent, il fait ça ce qu'il veut. Et déjà, même si je vais appuyer, vraiment 835, c'est suffisant si tu es bien organisé. Tout à fait. C'est suffisant si tu es bien organisé. Tu ne viens pas faire la vie de luxe. Tu te bats 3 ans ou 4 ans, 5 ans pour tes études. Après, quand tu as le travail, si tu veux, tu dors même dans les hôtels. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Quel autre avantage? Il faut savoir que nous, ici à Bruxelles, nos bureaux, on travaille à un partenaire qui s'appelle Civil Square qui met à disposition des locaux gratuits pour tous les étudiants qui veulent étudier pendant la période du blocus, donc la période qui précède les examens où les universités et les hautes écoles sont fermées. Donc, on peut les offrir des locaux avec des accès gratuits pour le Wi-Fi. Ils viennent travailler. Ces locaux, on en a à Bruxelles, on en a à Louvain-la-Neuve, un peu dans des villes estudiantines. Donc, ils n'ont qu'à nous solliciter, mais on met ça à disposition uniquement pour les étudiants qui ont une OSAVI. Ça, c'est un avantage qu'on fait. Un autre avantage, c'est qu'on crée des codes promo, de parrainage aussi pour les étudiants qui peuvent partager ce code promo aux personnes qui sont autour d'eux et ils vont recevoir automatiquement des réductions
dans nos frais de service. Voilà. Et donc, on organise aussi pas mal d'événements pour créer ce qu'on appelle un Studeli Club. Donc, c'est les étudiants qui sont passés par Studeli qui créent une certaine synergie entre eux et on les invite, on leur remet des welcome packs aussi à leur arrivée. Et donc, c'est ce qu'on met, parce que voilà, nous, on n'est pas seulement un service financier, on est vraiment un service d'accompagnement. Donc, ce qui fait que même si l'étudiant a quelques soucis, etc., il peut en parler avec nous, on essaie de trouver des solutions. Donc, on est vraiment un service aussi vraiment à l'écoute de nos étudiants. Voilà. Et je peux aussi appuyer j'ai vu quelqu'un en commentaire, il a dit on n'a pas les 10 000, 20 euros, mieux la prise en charge. C'est que tu n'as pas été encore victime. Exactement. Parce que vous aimez blaguer. Tu n'as pas été encore victime. Il y a des gens qui payent pour ce service. Non seulement ils vont perdre de l'argent, après la personne va les bloquer. Et de deux, si tu, par malheur, tu as introduit l'Office des étrangers, c'est même mieux que tu sois ici. Parce que tu vas prendre un avocat, il va se battre comme il peut, mais ça ne sera pas évident. Si par malheur, tu as introduit une fausse prise en charge, on a détecté, on va te ficher. Oui. Donc, oui. Je rajoute en disant, on n'a pas peut-être parlé des nouvelles conditions pour le garant. Il faudrait qu'il gagne minimalement 3 000 euros net par mois. Oui. C'est pas donné. D'accord. Ouais. Si votre garant se trouve à l'étranger, il va falloir qu'il justifie ce qu'on appelle le lien de parenté. Et c'est pas avec la bouche qu'on justifie, c'est avec des documents. Voilà. Donc, ce qui fait que s'il y a l'ami de ton père qui remplit cette condition, mais il n'y a aucun lien de parenté entre l'ami de ton père et toi. Et donc, du coup, même s'il a l'argent, il ne peut pas être ton garant. Donc, c'est pour dire à quel point les conditions ont changé. Et donc, du coup, avant de prendre un garant, rassurez-vous aussi que c'est un garant fiable. Parce qu'il y a même des garants qui vont prendre d'autres personnes en charge sans vous dire, et ils vont vous mettre en difficulté. Vous aurez mis beaucoup d'espoir sur votre projet et vous aurez reçu un refus, tout simplement parce que vous n'avez pas voulu mettre vous-même votre propre agent à disposition d'un service qui va simplement, qui est reconnu par l'Office des étrangers. Et que c'est même votre agent. C'est votre agent en plus. Bon, c'est pas... Parce que, en fait, quand celui-là parlait, j'ai même dit, celui-ci, en fait, quand tu es victime de quelque chose, si tu es victime de quelque chose, quelqu'un qui est victime, il parle, tu vas mieux le comprendre parce que tu as été victime. Mon ami, est-ce que tu as déjà eu l'OQT quand tu es ici? Tu trembles, hein? Tu vas t'adresser à qui? C'est un stress, je ne conseille pas une personne. Tu vas t'adresser à qui? Tout le monde va faire semblant de t'écouter, on va te saboter. Les avocats, ce n'est pas gratuit. Le prodéo, peut-être tu ne rempliras pas déjà les conditions. Et c'est même mieux de prendre quelqu'un que tu vas payer, va suivre ton truc à la lettre. Et les honoraires d'un avocat, donc, je ne suis pas parce que je suis en partie. Je vous dis toujours la vérité ici, les amis. Vous-même, vous connaissez comment je fonctionne. S'il y a possibilité de faire le compte bloqué, c'est 10 000 fois mieux en fait. Parce que tout ce que vous allez peut-être dépenser, les frais de transaction et le service qui n'est pas gratuit de cette solution de service de Studeli, qui n'est presque rien, 350 €. Et alors, pour ceux qui vont utiliser le code promo de Aristide, vous n'allez pas payer 350 €. Il y aura une réduction de... C'est 10%, je pense. Non, c'est 10 €. 10 €. Oui. Et tu peux communiquer ton code. Je vais communiquer après, je vais faire des vidéos pour. Parce que je l'ai en tête, je peux le dire ou pas? Oui, tu peux le dire. Alors c'est KTO10. Voilà. Tout simplement. Même s'il a fait l'erreur, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le bon code. Le bon code. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'abord l'interview avec lui. Tout à fait. Donc, chers enfants, encore je vais vous encourager. Vraiment, je dis merci d'abord à son fondateur qui peut-être d'ici quelques jours aussi, je vais aussi le rencontrer peut-être aussi. Félicitations à vous. On a vraiment résolu une galère des étudiants, les fausses prises en charge. Il y a quelqu'un là, je vais taire le nom, un ami. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a pris un enfant en charge. Il est étonné que les fédéraux viennent pour dire, monsieur, vous êtes un faussaire, c'est ceci, vous avez pris deux. Il dit que moi, comment? Il est étonné qu'il a vu ces documents. Il dit qu'Aristide, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il m'a seulement dit, Dieu merci, ma femme n'était pas là avec les enfants. Parce que là, la manière qu'ils sont venus, qu'est-ce que mes enfants devraient penser de moi? Ils devaient même avoir un traumatisme. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Car je porte plainte. J'ai dit, non, porte plainte, frère. Bien sûr. Pas laisser ça. Les faussaires, ça vient de partout. Hein. C'est pas faut pas des gens qui prennent les documents d'autres personnes pour pouvoir déposer. Ils n'ont pas pitié de ces enfants. Non, déjà même pour faire voyager un enfant, on a vendu un terrain. Non, ne viens pas t'amuser avec sa vie comme ça. Peut-être tu connais comment jongler, mais l'enfant l'a fait comment? Ne pensez pas toujours que... Non. D'abord, quand il y a le mal, il faut dénoncer. Donc, pour dire, c'est vraiment fiable. C'est vraiment fiable.
Voilà. Qu'est-ce que tu peux peut-être dire? Un dernier mot. Un dernier mot, si vous doutez encore de l'existence de Studeli, je précise encore, on a des bureaux à Bruxelles, donc on est situé juste à quelques pas de la gare centrale, donc dans l'immeuble Civil Square, dont l'adresse officielle c'est 37 Casterten 1000 Bruxelles. Donc venez, prenez rencontre avec nous, vous allez discuter, voir, on est bien là. Et donc moi je vous invite, très chers amis, de prendre vos projets au sérieux. Donc venez vers nous, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner, pour vous donner la bonne information. On est un service fiable. Et donc, si vous voulez avoir un projet de qualité, Studeli est là pour vous accompagner. Est-ce que vous formez un peu, il faut aussi penser peut-être former des gens pour l'entretien, pour quand je ne voulais pas trop spoiler. C'est aussi quand j'ai dit qu'on a un service d'accompagnement, ce qui fait qu'on organise aussi des webinaires, en général au mois de novembre, pour sensibiliser les étudiants sur comment postuler dans les admissions, pour avoir des admissions, on donne quelques petits conseils. C'est pas vraiment notre corps du business, mais on donne quand même la bonne information. Et en général, si des étudiants nous posent des questions sur ce genre, on n'a pas de problème à leur répondre. Il faut savoir qu'on a réalisé un guide sur étudiants en Belgique. Ce guide, vous pouvez simplement contacter nos services. On va vous expliquer un tout petit peu le paysage de l'enseignement supérieur en Belgique. Qu'est-ce qu'une université, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les périodes d'admission, les périodes d'équivalence. Donc ça, c'est les informations qu'on essaie de distiller plus ou moins. Mais je sais qu'Aristide, tu le fais déjà assez. Donc voilà. Mais, je vais mettre en description de la vidéo tout ce qu'il dit. Tout à fait. Vraiment, merci infiniment pour l'entretien. Merci à toi, Aristide. Et on va se dire à très bientôt. À très bientôt. C'était un plaisir. Merci. Okay. Voilà, super.